Je crois que je devrais, en guise de préface, préciser que je ne suis pas un de ces tarés obsédés par le paranormal, qui chassent les fantômes et qui pensent qu'il y a des globes de lumière sur toutes leurs photos. Et quand je vous dis que l'une de mes émissions préférées est Penn and Teller's BS, où il démonte toute théorie conspirationniste absurde et tout le tout team, je pense que vous avez une idée de genre de personne que je suis. Pendant des années, j'ai toujours cru que la science et la logique pouvaient tout expliquer. Les seules restrictions étaient les limites de nos connaissances. C'était jusqu'à ce qu'il m'arrive quelque chose que je ne peux vraiment pas expliquer. Et peu importe à combien j'ai essayé, je n'ai pas pu trouver d'explication plausible. Ce truc m'a tellement fait flipper qu'il a déclenché en moi une sorte de psychose qui a duré des mois, au point que mes amis sceptiques et rationnels ont commencé à penser que je perdais la tête. Mais je n'ai pas perdu la tête. C'est réellement arrivé. Et les gens ont eu beau me dire que ce n'était que mon imagination qui me jouait des tours, je sais ce que j'ai vu. Et ça m'a amené à craindre Dieu. C'était début printemps 2017. La période de l'année où il fait encore nuit assez tôt ici dans le nord-est. Il est environ 21h et je partais en voiture de la maison d'un pote à Newport pour aller à Narragansett. Quand j'ai décidé de prendre un raccourci en passant par Sanderson. C'est une route que j'avais déjà empruntée au moins 100 fois à cette époque. Je pensais pouvoir le faire même les yeux fermés. Mais peut-être que c'est cette attitude si orgueilleuse, cette arrogance suffisante, qui m'a attiré des ennuis à plusieurs reprises. Car à mi-chemin du voyage, j'ai dû me déconcentrer et prendre un mauvais virage. Tout ce dont je me souviens ensuite, c'est que je me retrouve soudainement à devoir faire un demi-tour complet à 180 degrés dans l'impasse d'un pâté de maison. Et je suis si désespérément perdue que je dois attraper mon téléphone pour utiliser Google Maps. Je regarde ma position, mémorise les virages à prendre pour revenir sur l'autoroute. Et je commence à tourner dans la rue en rangeant mon téléphone, quand bam, il y a une voiture devant moi. Je freine brusquement en laissant échapper un chapelet d'insultes et je me prépare à recevoir quelques coups de klaxon réprobateurs, dans le meilleur des cas. Je lâche le volant et commence alors à formuler des excuses au conducteur, du genre « Mec, je suis vraiment désolé, c'est ma faute, c'est à cause de moi ». Quand je remarque quelque chose de vraiment inhabituel en regardant la voiture qu'il conduisait. C'était très clairement une voiture de collection, et n'allez pas penser qu'il s'agissait d'une Camaro des années 70 ou d'un truc dans le style. Cette bagnole était une Buick des années 30 ou 40, ou un truc du genre. Le genre de voiture d'où vous vous attendez à voir Al Capone sortir à l'époque de la prohibition à Chicago. Et elle était aussi impeccable. Le gars avait dû cramer beaucoup d'argent là-dedans, parce que presque tout avait l'air tout neuf. J'ai soudainement réalisé que si j'étais en train d'observer la vieille voiture de ce type, j'étais toujours en train de le bloquer. Donc j'ai commencé à reculer après avoir levé le pouce en l'air, comme pour lui dire « Jolie bagnole !» après avoir montré son capot. Le mec ne réagit pas du tout de manière agressive. Pendant tout ce temps, il ne fait que me sourire à travers son pare-brise. Et au moment où je commence à reculer pour le laisser passer, je me souviens qu'il ressemblait presque à l'une de ces vieilles poupées dont se servent les ventriloquistes. Quelque chose dans ses cheveux ou de son teint pâle et cireux fait que je l'associe à ses pantins. Et alors que j'étais sur le point de m'écarter suffisamment pour lui laisser l'espace nécessaire, ma voiture s'arrête. Le moteur, la batterie, tout. J'ai frénétiquement remué les clés dans tous les sens. Je me disais que j'étais en train de me ridiculiser complètement devant ce mec qui avait une voiture vintage hyper classe. Mais rien n'y fait. Les lumières ne s'allument pas, le moteur ne démarre pas. La première pensée que j'ai eue à ce moment-là, c'est « Nom de Dieu, toutes les fois où ma batterie aurait pu tomber en panne, pourquoi maintenant ?» Ma voiture était un tas de ferraille à cette époque. C'était ennuyeux mais peu surprenant. Mais je suis toujours en train de bloquer le gars dans la Buick, qui doit être en train de s'énerver fortement, après avoir attendu pendant au moins plusieurs bonnes minutes. Je décide de baisser ma fenêtre pour me pencher vers l'extérieur, et je commence à crier au type dans la voiture qu'il doit contourner la mienne, mais il répond pas. Et tout ce que j'entends, c'est la vieille musique angoissante qui s'échappe de sa bagnole. Je ne peux rien voir de lui à cause des pleins phares. Il ne dit pas un mot et sa musique flippante fait se hérisser les poils de ma nuque. Maintenant, c'est la partie la plus flippante dont je me rappelle. Alors que la confrontation avec ce mec est en train de me mener dans une sorte d'impasse, je suis assis à la place conducteur en me demandant pourquoi le gars ne parle pas, ne bouge pas ou ne fait rien pour faire bouger les choses. Je ne veux pas le klaxonner. Nos interactions ont toutes été courtoises jusqu'ici, donc je reste juste assis là à attendre, de plus en plus anxieux à mesure que le temps passe. C'est alors que les lumières sur mon tableau de bord se mettent à clignoter légèrement, et je me dis que ma batterie est peut-être en train de se réactiver. Je ne connais pas grand-chose aux voitures, mais je prends ça pour un redémarrage. Ce qui a pour effet de m'enthousiasmer fortement à l'idée de sortir d'une situation aussi embarrassante. J'ai commencé à secouer mes clés sur les contacts. Mais encore une fois, rien ne se produit jusqu'à ce que le poste radio de ma voiture fasse péter le son. La même chanson effrayante que celle de l'autre voiture. Elle n'avait pas de paroles,
C'était la même mélodie flippante qui tournait en boucle avec un bruit qui semblait en couvrir le son. Et curieusement, cela me remplit d'effroi alors que je réalisais que quelque chose de vraiment étrange était en train d'arriver. Jusqu'à présent, j'étais aveuglée par les feux de route de la Buick, alors que celle-ci restait bien sagement à sa place. Et soudainement, les phares de la bagnole se sont éteints. Au même moment où le son de ma radio se coupe et je me retrouve à nouveau plongée dans l'obscurité, avec ma vision naturelle totalement altérée pendant quelques secondes, ce qui me rend à moitié aveugle. J'essaye encore une fois de mettre le contact et je pousse un énorme soupir de soulagement lorsque ma voiture redémarre enfin. Mais ce fut de courte durée. Au moment où mes phares s'allument, je découvre que la vieille Buick est introuvable. Ce fut un tel choc que je hurlai, me retournant dans tous les sens sur mon siège, comme pour essayer de l'apercevoir en train de s'éloigner. Mais aucun signe de la Buick nulle part. C'est comme si elle s'était tout simplement évaporée. Vous pensez peut-être qu'avec un vieux moteur comme celui-ci, j'aurais dû l'entendre, même si je n'y faisais pas attention. Et le temps écoulé entre le moment où les phares s'étaient éteints et le moment où j'avais pu remettre ma voiture en marche ne devait pas excéder 30 secondes. Il aurait fallu qu'elle file à toute vitesse devant moi pour disparaître de ma vue si rapidement. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'être hyper défoncé sans avoir fumé quoi que ce soit? Eh bien, c'est la sensation que j'avais. J'ai commencé à me dire que tout ça, c'était juste moi. J'avais l'impression de faire une micro-crise cardiaque à essayer de rationaliser cette histoire. L'idée que mon pote à Newport m'ait refilé un truc pas net qui m'aurait défoncé m'a même traversé l'esprit. Mais non, durant tout ce temps, j'étais sobre, comme un chameau. Et vous pouvez être sûr que je n'ai rien bu, parce que les policiers de l'État de Rhode Island adorent faire la chasse aux ivrognes. Donc comme je l'ai précisé, comme je ne pouvais pas expliquer ce qui s'était passé, j'ai commencé à développer une sorte de psychose. Je suis retournée dans la passe où ça s'est produit. J'ai cherché d'éventuels propriétaires de voitures de collection dans la région de Narragansett et j'ai également fait des recherches d'articles médicaux sur les pertes de connaissances et de mémoire. Ces derniers m'ont convaincu que je souffrais de malaise vago. Cela se produit généralement lorsque votre cœur ne pompe pas suffisamment de sang pour irriguer votre cerveau et l'alimenter en oxygène. C'est une pathologie assez grave, comme vous pouvez l'imaginer. J'étais tout à fait disposée à débourser de l'argent pour un bilan de santé. Le docteur a écouté les battements de mon cœur et vérifié ma tension artérielle, puis sans plus d'examen, a déclaré qu'il n'y a aucun problème avec mon cœur. Il a bien précisé que les pertes de connaissances pouvaient être causées par le stress. Mais à l'époque, rien n'était vraiment source de stress pour moi, alors j'ai rejeté cette explication. Je suis même allée jusqu'à faire des recherches sur les rencontres avec des ovnis, dans lesquelles des gens perdent également la mémoire, et je me suis dit que je m'étais complètement perdue dans le fil de la toile pour le coup. Ce que les gens retiennent vraiment de mon histoire, c'est pour une raison que j'ignore, le fait que j'ai tout de même eu un peu de chance en ce qui concerne ma recherche de voitures de collection. Il y avait un gars à Middleton qui essayait de vendre une Buick édition spéciale 1937 depuis des années. La bagnole était dans un sale état, mais il pensait qu'elle pourrait attirer l'attention de passionnés qui trouveraient le temps de restaurer sa beauté d'antan. Je me suis présentée en faisant semblant d'être l'un de ses acheteurs potentiels. Et je me sens toujours coupable d'avoir suscité tant d'enthousiasme. Et il a demandé à son neveu de m'envoyer des photos du tas de ferraille par SMS, pour que je puisse les observer de plus près. Je ne dis pas que c'était le même modèle ou que la voiture avait la même forme que celle que j'ai vue dans la passe, mais sans mentir, elle avait l'air plutôt similaire. Mais c'est absolument impossible qu'il s'agisse de la même voiture, n'est-ce pas? C'est une coïncidence, tout au plus. Pourtant, certaines personnes à qui j'en parle soulignent toujours cette coïncidence, et me disent que j'aurais dû demander où ils l'avaient eue. Si cette vieille bagnole avait été impliquée dans un meurtre ou un délit de fuite. En vérité, le gars ne savait pas. Il a dit que son père l'avait achetée dans une vente aux enchères policière et est mort avant d'avoir pu la réparer. Et évidemment, tout ce qu'il savait sur la voiture a été emporté avec lui. À présent, je suppose que j'ai suffisamment ressassé ces événements. Et j'ai déjà établi que je ne peux pas expliquer ce qui m'est arrivé cette nuit-là sans passer pour un taré fini. Donc j'imagine que je vais simplement faire ce que j'ai toujours fait et vous laisser décider de ce que c'était. Mais s'il vous plaît, ne venez pas me parler de voitures fantômes ou de ce genre de trucs, parce que ça fait 4 ans qu'on me rabâche ces bêtises, et j'en ai plus qu'assez de les entendre. Et en plus, si hypothétiquement je croyais aux fantômes, je pense que ça me perturberait beaucoup de penser que j'ai été si proche de l'un d'entre eux, et que je m'en suis sortie indemne.